France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, c'est parti, c'est lundi aujourd'hui et c'est le retour du grand forum de 16h à 18h, votre rendez-vous de décortiquage de l'actualité de 16h à 18h, avec aujourd'hui pour débattre avec moi, ils sont deux, il s'appelle Gamal Abina, toujours plus rapide que son nom, ça va mon Gamal? Ouais, ça va. Quoi? Ça va mon Gamal? Ça va la pêche. Tu vas nous parler des généraux, qu'est-ce qui se passe avec les généraux? Ah, des généraux qui vont vers les généraux, beaucoup de généraux. Hein. Je vous raconterai ça. On parle d'Algérie, c'est ça? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Nasser Lagini est avec nous, comment ça va mon Nasser? Ça va très bien Christophe. Toi tu nous parleras d'un drame qui s'est déroulé ce week-end à Aulnay, qui est terrible, vraiment terrible. Absolument. Voilà, une famille qui... On a détruit tout simplement. Voilà, exactement. Nous aurons deux invités dans cette émission. Youssef Girard, qui est historien spécialiste de l'Algérie, Gamal. On parlera de quoi avec lui notamment? On parlera de repentance, de plein de choses. Oui. Ouais. Beaucoup de retours sur l'histoire, c'est intéressant. Exactement. Nous aurons aussi une autre invitée, Sabrina Nouri, elle est chef de file de la France Insoumise, la FI, concernant les élections régionales pour 2022. Vous savez que la campagne a commencé. Elle est élue au conseil municipal, notamment de Brétigny, dans l'Essonne, dans le 91, engagée dans le monde associatif, évidemment, depuis très jeune. On va beaucoup parler de féminisme avec elle, avec Sabrina Nouri, qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2 dans cette émission du LGF. Une émission du LGF sans la belle histoire ne serait vraiment pas pareil. Comment ça va la belle histoire? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour. Eh bien on va tous bien mon cher la belle histoire, qui rendra hommage tout à l'heure à 17h à Yves Régnier, commissaire Moulin, qui nous a quitté ce week-end. Vous connaissiez le commissaire Moulin, les amis? Bien sûr, oui. 40 ans de présence quand même. Oui, quand même. Et c'était un de ses acteurs préférés à la belle histoire. Il a choisi d'en faire une chronique tout à l'heure, à suivre à 17h. Absolument. Et évidemment, il restera à l'écoute attentif à cette émission pour nous faire le résumé de cette dernière tout à l'heure en fin d'émission avant 18h. J'ai toujours des cadeaux les enfants, et j'ai même deux cadeaux à vous offrir cette semaine. Attention, oui, on double la mise. J'ai non seulement un bon d'achat d'une valeur de 35 €, toujours à valoir sur la boutique souk-dubai.com, et j'y rajoute une compilation de notre ami DJ Nabil qu'on vous enverra par mail. Alors ce qui est bien avec DJ Nabil, c'est que vous choisissez votre style. Par exemple, vous êtes tunisien, eh bien on vous enverra une compilation tunisien. Si vous êtes amateur de rail, on vous enverra du rail. Kabyle, marocain, pareil. Enfin voilà, vous choisissez votre style et on vous ambiancera avec une compilation. Mixte, hein. Quoi? C'est pas très mixte. C'est ton choix en fait. C'est mon choix, tu vois, tu te rappelles l'émission. C'est votre choix. Je me souviens très bien. Oui. Alors, on rajoute donc un bon d'achat d'une valeur de 35 € plus une compilation de DJ Nabil. La semaine prochaine, on rajoutera des gâteaux aussi à l'approche de l'Aïd. Voilà, offert par Sarah Prestige. Pour l'heure, donc par SMS, vous tapez FM2. Un espace, votre prénom, votre ville et votre numéro de téléphone. Vous envoyez le tout au 7 20 18. Je vous rappellerai, nous vous rappellerons en fin d'émission pour vous offrir donc ces deux cadeaux. Voilà, bonne chance à tous. 7 20 18, donc FM2, prénom, ville, numéro de téléphone 7 20 18. Inscrivez-vous maintenant, ne laissez pas passer votre chance. Un bon d'achat d'une valeur de 35 € plus une compilation de votre choix de DJ Nabil. C'est à votre choix, donc vous pourrez gagner tout à l'heure. Vous nous envoyez tous les SMS tout au long de cette émission. On commence par le quiz. Alors, des petites questions en rapport avec aujourd'hui, nous sommes le 26 avril. Alors, première question. Explosion en 1986. Tchernobyl. Ouais, dans quelle centrale nucléaire? Tchernobyl, évidemment. Les autorités, alors c'était marrant parce que les autorités faisaient état de 31 morts à l'époque. Voilà. Sauf qu'il a fallu attendre quand même le 15 décembre 2016, en 2016, que l'Ukraine reconnaisse justement formellement plus de 35 000 morts. Ça, c'est comme déjà pas pareil, évidemment. Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières, évidemment, en France. Bien vous sûr. savez, c'est le... Ah, c'est magique. On l'a su déjà 3 jours plus tard. Oui, c'est clair. Bon, ça, c'est les Russes qui nous avaient un petit Ouais, peu fait bon. C'est cachoter. les Russes, oui, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un très bon documentaire. Il y a une très belle fiction qui a été faite sur Netflix, en 5 parties, qui parlait précisément de ce qui s'est passé sur Tchernobyl. Très intéressant. Qui s'appelle Tchernobyl. Qui s'appelle Tchernobyl, absolument.
Lancement d'une première émission de télé-réalité, on était en 2001, laquelle? Love Story. Ouais, Love Story, c'était sur M6, évidemment, les aventures de Loana, de Jean-Édouard dans la piscine, magnifique. Waouh, Gamal. Il y en T'es a pas qui ont retenu que Dis-moi, ça. Gamal, j'ai jeté ma télévision. Ouais, bah, bien sûr, oui. Tu regardais pas Loana? Jamais. Ah ouais, jamais. J'aime pas les bécasses. Oh, arrête. Je cherche à présent un peintre romantisme ça peut français. m'intéresser. Il est né en 1778. Romantiste. Oui. Bon, là. Un peintre On va y romantisme. arriver. Jeanne Delacroix. Eugène Delacroix, Oh. bonne réponse. Magnifique. La belle histoire. Absolument. Fort. Je cherche à présent un militant communiste. Le plus jeune, il avait 18 ans. Des 48 otages fusillés en 1941. Il est né en 24. Communiste. Guy Il a pas Moquet. écrit- Guy Moquet, j'allais une dire- bonne il a écrit réponse. une lettre. La belle histoire, bravo. Il m'a roulé. Eh oui, il t'a roulé. Bien joué. Je cherche à présent un acteur français. Il est né en 1980 à Versailles. Alors, il a été révélé, lui, dans une émission qui s'appelait L'Incroyable Fiancé ou encore la Laurent série. Ournac. Oui, la série Camping Paradis, Laurent Ournac. Même le nom, je le connais pas. Alors là, si vous me trouvez celui-là, Ournac. c'est 3 points. Je cherche un présentateur de télé. Il a principalement présenté la météo. Il est né à Madagascar. Ah, là, Gilles Pétré. Non, il est pas né à ça. Madagascar. Non, Sébastien Follin. Oh, magnifique, Ah. Sébastien Follin. Il est né en 1970 à Madagascar. Il est d'origine de la Réunion. C'est monsieur. Effectivement. Sébastien Follin. Vous connaissez Sébastien Follin ou pas? Ouais, Non. ça- il Ouais. a les cheveux longs. hein. Non, Nasser, non. Non, moi, non. Il a, bon, les d'accord. non, il a les cheveux à la gamale, ouais. Ouais, Ouais, je ça, fais- ah, la absolument. gamale. Ah, la Exactement. gamale. Ah, Exactement. mais ils Bon. seront pas, on m'appelait comme ça à l'époque. Hein. J'avais pas compris de quoi on parlait. Sébastien. Bon, et ben voilà. Allez, mes amis, ravi d'être avec vous. La belle histoire, donc, on se retrouve tout à l'heure à 17h pour la chronique consacrée à Yves Régnier. Et puis tout à l'heure, en fin d'émission, évidemment, en ayant écouté cette émission qui, j'espère, te fera, sera inspirante, j'espère, pour l'écriture aujourd'hui. A tout à l'heure, la belle histoire. Je vous rappelle évidemment les deux cadeaux à vous offrir. Le bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. Et la compilation de DJ Nabil, vous choisissez votre style de musique et on vous envoie ça par mail et à la maison, par SMS pour tenter votre chance. Vous tapez FM2 comme France Maghreb 2, prénom, ville, numéro de téléphone, vous envoyez tout au 72018, tirage au sort en fin d'émission. Et évidemment, tout à l'heure, à tout à l'heure. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Nasser Lajili, avec Kamal Abina et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Vous n'hésitez pas évidemment à nous appeler maintenant. On est avec vous et en direct 01 40 33 9000. Je vous rappelle également bien la possibilité de gagner ces cadeaux qu'on vous offre quand même pendant le Ramadan. On vous gâte un petit peu, ça fait du bien. Notamment ce bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. Et également une compilation signée DJ Nabil qui vous offre une compilation de le style de votre choix que vous recevrez par mail comme ça, voilà, c'est gratos, hop, on vous l'offre cadeau. Pour ce faire, bien, il suffit d'envoyer votre SMS, vous tapez FM2 en espace votre prénom, ville, numéro de téléphone 7 20 18. Bon courage, tirage au sort avant la fin de cette émission. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et on recevra à 17h un historien spécialiste de l'Algérie, Youssef Girard, qui sera avec nous, Gamal Abina, Nasser Lajili, et on recevra la chef de file pour les régionales dans le 91, Sabrina Nouri, qui sera avec nous, de la France Insoumise tout à l'heure à 17h30. On parle beaucoup des régionales, c'est normal, ça approche à grands pas. Alors, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end du côté de Aulnay-sous-Bois avec notre ami Nasser Lajili, et c'est un véritable drame qui s'est déroulé à Aulnay-sous-Bois où une famille, Nasser, a été décimée comme ça. Absolument. Et je voulais en parler parce que c'est un phénomène aujourd'hui qui existe de plus en plus dans le quartier. C'est suite à de la consommation de drogue et de la consommation de l'alcool qui aujourd'hui a créé ce drame. Et c'est un travail qui est fait, normalement, qui doit être fait depuis plus de 30 ans et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc on constate que malheureusement, c'est un phénomène qu'il faut absolument qu'on mette sur la table et qu'on commence à y travailler pour que dans nos banlieues, et c'est pas forcément que dans nos banlieues, mais partout en France, pour que ces jeunes prennent conscience de la gravité de ce qui s'est passé. Il y a une famille aujourd'hui
qui est partie, donc qui, on va dire entre guillemets, une partie qui a disparu et l'autre qui est entre la vie et la mort. Donc même si demain c'est deux membres de la famille qui n'a rien demandé, qui ne faisaient que rentrer chez eux pour finir leur soirée, qui aujourd'hui, malheureusement, ne pourront plus se revoir ou ils se verront peut-être dans des circonstances un peu compliquées. Donc voilà, moi je considère qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on essaye de voir comment sensibiliser ces politiques, et pas que les politiques, même les parents, même toutes les organisations qui aujourd'hui sont face à des jeunes, on va dire complètement déconnectés de la réalité aujourd'hui à cause de cette consommation de drogue. Et j'en connais beaucoup aujourd'hui qui sont devenus dépendants de cette drogue, et spécialement de la cocaïne, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais dans les quartiers ça existe. Et je considère que nous, on doit y travailler pour que les choses s'améliorent et qu'il y a un vrai travail de fond qui doit être fait, qui doit se faire là-dessus. Voilà, Christophe. Oui, effectivement. Alors, et une on pensée, rappelle, bien évidemment, à la famille et aux proches de la famille. On rappelle ce qui s'est passé. Donc, c'est un individu qui a tenté de fuir un contrôle de police à Aulnay-sous-Bois, qui a grillé un feu rouge et qui a percuté une voiture dans laquelle il y avait 4 personnes. C'est ça. Le papa, la maman et les 2 enfants. Je crois que les enfants étaient âgés de 3 et 7 ans. C'est ça. Il se trouve que le bilan est lourd. La voiture a été coupée en deux, faut le savoir. Ouais, c'est hallucinant quand on voit les images, c'est impressionnant. Le papa et le fils, donc le fils de 7 ans, non, le fils de 3 ans, pardon, sont dans un état entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, dans 2 hôpitaux d'ailleurs différents, et la fille et la mère sont décédées. Tout à fait. Donc voilà, quand effectivement c'est un véritable drame qui s'est dessiné. Et alors le pire, c'est que l'individu, après avoir fait l'accident, a tenté encore de fuir. À se sauver, tout à fait. A continué encore de se sauver. Tout Il a été interpellé, heureusement. Voilà. Gamal, quand on voit ça, vraiment c'est... Moi, alors, on se dit tout ça, c'est un drame grave, quoi. D'abord, c'est une famille qui a été littéralement éradiquée, on peut parler de termes violents comme ça, exterminée, par le drame de la route. Mais moi, j'ai envie de dire une chose, il n'y a pas longtemps, on a vu le compte-rendu, enfin le jugement de l'affaire Ilan Halimi, pas Ilan Halimi, Sarah Halimi. Donc c'est cette femme qui avait été tuée par un type dont on ne savait pas clairement ce qu'il en était, donc ils ont fait leur enquête. On s'est rendu compte que le type était drogué. Et Madame Le Pen avait jugé inadmissible que parce qu'il est drogué, il n'est pas considéré comme étant conscient. Et j'ai répondu à cette remarque, à laquelle elle ne répondra jamais évidemment, que si on considère que la drogue est un danger et qu'il faut pénaliser pour la drogue, et je suis d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème, il faut aussi pénaliser pour la consommation d'alcool. On ne peut pas accepter qu'une famille soit tuée et que le type qui a tué la famille risque au maximum avec le tribunal de police 5 ans de prison. C'est ça qu'il risque. C'est le maximum. C'est-à-dire qu'on considère qu'un type qui est sous l'empire de l'alcool n'est pas responsable, donc n'a pas de raison d'aller en prison, ce qui n'est pas normal. Donc c'est une question qui se pose. Il faut savoir que la France est un des pays les plus alcoolisés, je parle des jeunes, au monde. C'est une chose, les gens ne savent pas que la Russie, à côté, ou l'Angleterre aujourd'hui, ce problème est beaucoup moins grave aujourd'hui qu'en France. C'est un des pays les plus alcoolisés pour 2 raisons. La première, parce qu'il y a une déshérence de la jeunesse, ils sont mal dans leur peau. Une dépression, une dépression généralisée. Tout à fait. Et la seconde, c'est qu'il n'y a absolument aucune limitation de l'alcool, si ce n'est la loi Evin qui dit sur un panneau, ne consommez pas trop. Donc il y a un vrai problème qu'il faut questionner aujourd'hui. Ouais. Alors justement, vos appels au 01 40 33 9000, il est temps aussi qu'on se parle franchement, les gens, on se le dise quoi. La drogue est vraiment présente dans les quartiers, la drogue est présente dans les bâtiments, les dealers sont là et font la loi, tel point que d'ailleurs que les habitants des quartiers se sentent pas en sécurité. Pour certains d'ailleurs ils subissent le chantage aussi de ces dealers. Et pourtant la police sait qui sont les meneurs, j'ai envie de te dire. Mais pourtant on laisse pourrir on laisse se propager cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans les quartiers, pour occuper cette population, pour la détruire à petit feu, et pour pas lui offrir un avenir plus radieux, parce que voilà, aujourd'hui tu as des gamins qui à 13-14 ans font du décrochage scolaire, se retrouvent chouf comme on dit, pour les plus grands, ils se font 60 € par jour avec un grec. Enfin voilà l'avenir qu'on offre à nos enfants. Il faut être absolument... c'est désastreux, et c'est pas encore une fois de tirer la pierre contre vis-à-vis des parents, parce qu'on se retrouve pas dans une cité comme ça par hasard et parce qu'on l'a choisi. Bien que franchement, en toute honnêteté, pour avoir habité les quartiers, j'ai kiffé moi. J'ai adoré, c'était
Vraiment, c'est des endroits où tu partages, où tu connais tout le monde. C'est magnifique. Bon, bah, il se trouve que voilà, c'est gangréné. Malheureusement, on sauve quand on peut se sauver parce qu'il y a la drogue. C'est le principal problème des quartiers aujourd'hui. Il faut le dire ou pas? Ah non, mais ça c'est clair. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Christophe. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a 30 ans en arrière, effectivement, j'ai grandi dans un quartier où on avait des gens qui faisaient des overdoses et que c'était beaucoup plus violent en termes d'image que ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, là aujourd'hui, on sait très bien que ces jeunes aujourd'hui comme tu les appelles, les chouf-chouf, et ceux qui vont toucher 60 € par jour, c'est des gens qui ont décroché totalement en termes de scolarité et qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de profiter de ce moment-là pour essayer d'avoir de l'argent facile. Après, il y a un truc très important dans ce que tu viens de dire. Il faut mesurer le propos. Il ne touche pas 60 € par jour, il touche 60 € par action. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas de façon continue 60 € parce qu'il y en a qui ont dit qui ont touché 1200 € par jour à la drogue. J'ai eu l'occasion de dire dans les médias, si les gens gagnaient 1200 € par jour, le président, juste pour plaisanter, il serait lui-même vendeur de drogue. La question qui se pose, c'est que quand on vend de la drogue... des gros dealers, Gamal, ils se font bien plus que 1200 €. Non, mais on ne parle pas des têtes de pont, je parle des petits. Ceux-là, c'est une fois de temps à autre. Et surtout, une chose importante par rapport à ces questions de drogue, effectivement, Nasser vient de le dire à l'instant, on a connu une époque où la drogue dure, la vraie drogue dure violente, c'était les seringues, et ça, il y en avait partout. C'était l'héroïne. Ça, totalement. Absolument. Absolument crack. L'héroïne. Ouais. Et il faut savoir que c'est un choix politique. À Stalingrad, par exemple, ça a existé jusqu'en 90. Ils ont déplacé le problème. Ils ont éradiqué le problème là-bas. Ils l'ont déplacé, pardon, ils l'ont pas éradiqué. Non, à l'époque, ils l'avaient éradiqué là-bas, je veux dire. Et maintenant, ils sont revenus. Porte de la Chapelle. Voilà, mais non, au-delà de ça, ils sont revenus à Stalingrad, il faut le savoir. Donc les gens sont totalement démunis parce qu'effectivement, le politique considère que la gestion des quartiers par l'économie parallèle qui s'appelle la drogue est une gestion de crise de basse intensité. Donc c'est un vrai problème, pas seulement un seul problème de quartier ou de délinquance, au-delà des quartiers, il y en a partout la drogue. Mais surtout, c'est une question de se dire, bon, à choisir entre la bagarre généralisée ou la drogue qui calme tout le monde, ils préfèrent la drogue. Et oui, mais en même temps, il faut savoir aussi que les gens sont, je veux dire, surtout ceux qui font ça, ils sont de plus en plus jeunes. Bien sûr. Moi, je me rappelle, c'était une génération qui était largement au-dessus de moi. Alors, plutôt que de nous parler des quartiers islamisés ou des quartiers je ne sais quoi, parlez-nous des vrais quartiers qui sont touchés par ce fléau qui est la drogue. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, parce que peut-être que vous habitez justement ces quartiers, que ce soit à Marseille. Il y avait quand même à Marseille, il y a carrément des règlements de compte. Non, mais des drives. Ah oui, tu peux venir chercher ta drogue à la fenêtre comme ça, tu sais, comme au McDrive, quoi. C'est hallucinant. Et c'était à 2 pas d'un commissariat qui avait fermé d'ailleurs. Ouais, c'est hallucinant. Mais ce que tu dis, tu vois, c'est réel. Tu as raison, Christophe. Il faut en parler parce que c'est aussi de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand on a des jeunes dans nos quartiers qui aujourd'hui continuent à fréquenter ces lieux où il y a de la drogue, ou tout simplement à rester avec ces mêmes personnes qui sont là et qui font leur travail. Et nous, de l'autre côté, ils viennent, ils discutent, mais en même temps, il fait son travail. Mais ouais, effectivement, moi, je pense que nous, on a un vrai travail de fond à faire. Et c'est un travail collectif. Ça se fera pas tout seul d'ailleurs. Et il faut pas oublier, c'est aussi l'avenir de nos enfants. D'ailleurs, il faut se dire un truc très clairement, de façon très solennelle, la drogue, contrairement à l'idée reçue, parce qu'il y en a qui disent qu'on gagne beaucoup, c'est pas vrai. La seule chose que gagnent les vendeurs de drogue au début, ils font un peu d'argent, c'est des années de prison. Voilà ce qu'ils gagnent. Et ils tuent des gens. Non, mais ils font beaucoup d'argent. Oui, mais ils prennent la prison. Je connais pas. Moi, j'ai connu des gros dealers qui ont fini en tôle pour 20 ans ou 15 ans. Donc, il faut être très clair. La drogue n'est pas un chemin, c'est une catastrophe. Exactement. Et quand on constate aujourd'hui la plupart des gens qui vendaient de la drogue à l'époque, aujourd'hui, ils ne sont plus là-dedans. Et tu les vois, ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe. Avec la haine, parfois. Bonjour la tête, bonjour le physique que tu as au bout de 30 ans de consommation de drogue. Non, mais généralement, ceux qui en vendent n'en consomment pas forcément. C'est ça. Les vendeurs, aujourd'hui, on les voit plus. Et d'ailleurs, beaucoup regrettent. Par peur. Vos appels pour nous parler de ce problème, de ce fléau qui gangrène nos quartiers depuis maintenant des années, c'est pas d'aujourd'hui. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Allez-y franchement les amis, 01 40 33 9000, est-ce qu'il y a vraiment un véritable problème, un véritable fléau avec cette drogue qui a gangréné nos quartiers? Alors c'est vrai qu'on nous raconte, perso je l'ai vu, de mes propres yeux vus, effectivement dans des bâtiments, à tel point que vraiment c'est gravissime, les dealers utilisent la cage d'escalier, donc bloquent l'accès à des étages par des frigidaires ou des trucs qui coincent.
Ce qui fait que s'il y a un incendie ou quoi, les gens ne peuvent même pas utiliser l'escalier et la sortie de secours. Mais il parce pourrit qu'elle la est bloquée. vie. Mais il pourrit aussi la vie des habitants. Ouais, c'est aussi clair. ça qu'il faut voir. C'est qu'on a des habitants aujourd'hui qui n'arrivent plus à vivre correctement ou par peur de sortir de chez eux. Parce qu'on a des gens qui sont là et tu as des comment dire, des vendeurs de drogue qui aujourd'hui pourrissent la vie des habitants. 01 40 33 9000. Abou est avec nous. Salut Abou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde, à toute l'équipe Salut Abou. Tu nous appelles d'où Abou? de Paris. De Paris. Alors, raconte-nous cette drogue, cette merde. Bah, moi, ce que je veux dire, c'est que au niveau de mon expérience personnelle, la drogue, j'ai vu les dégâts que ça occasionnait dans les années 80, puisque ça a touché énormément la communauté maghrébine, faut le savoir, ça. Ouais. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'était effectivement l'héroïne à l'époque. Et combien de fois à l'époque, j'étais un enfant et je jouais avec mon frère d'ailleurs, et entre autres, et on se promenait comme ça dans les cages d'escalier. Et combien de fois j'ai pu tomber sur des types à moitié explosés, ou alors des cuillères par terre avec du sang, enfin, ce genre de choses. Ça, c'était vraiment le quotidien des années 80. Ça, il faut le savoir. Par contre, moi, je voudrais juste parler d'une chose. On parle de la drogue, c'est une chose. Moi, je voudrais parler de la gestion de la drogue, tout simplement. Et je parle pas des dealers, là. Je parle de la police, puisqu'on a tendance à oublier que les policiers, à mon sens, ne sont pas là pour combattre la délinquance, le trafic de drogue. En fait, c'est pas des gens qui sont là pour éradiquer ça. Ils sont là pour contrôler. Voilà, tout simplement. C'est un contrôle qu'ils font de la délinquance, qu'ils font de la drogue. Puisque vous pouvez constater que dans certains quartiers, on est bouffé par la cam. Et dans d'autres, par contre, il suffit simplement de traverser une rue, de se retrouver dans un quartier un peu plus bourgeois, où là, on n'est pas touché de la même manière. Ah, ça, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. On va dire qu'il n'y a pas de drogue dans les quartiers bourgeois, mais c'est que dans les quartiers bourgeois, la drogue, elle circule. Là, je parle de la cocaïne. Elle circule par des fils de bonne famille qui Exactement. revendent. Mais tu as raison. Tu as raison, Abou. Non, mais elle circule de ouf, hein, dans le 16e, etc. Il y a beaucoup de cocaïne. Hein. Ah oui, il y a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de cocaïne, mais vous verrez très peu de fils de bonne famille se retrouver comme ça en garde à vue. Ah bah non, évidemment. Eux sont de consommateurs, ce n'est pas... Voilà. Ce que je veux dire en termes clairs, c'est que la police, on peut les considérer comme des... Je sais pas, si je me base sur une petite image, je dirais simplement que les policiers sont là pour contrôler les moutons, tout simplement. Ils sont là pour réguler le trafic de drogue, mais pas pour l'éradiquer. Ça, il faut le savoir. Et c'est ce que je tenais à dire, tout simplement. Donc, il faudrait aussi qu'on parle de ce problème-là. Puisque... Merci Abou de l'avoir dit, en tout cas. Merci à toi. Mais Abou, il a dit quelque... Au revoir, merci Abou. Abou, il a dit quelque chose de vrai. C'est que c'est vrai, il y a eu une génération complètement sacrifiée. Bout de ficelle. Non, mais sacrifiée. Non, mais qui a été complètement sacrifiée. Et nombre de familles qui ont été, et je parle pour Gennevilliers, dans le quartier du Luth où j'ai grandi, nombre de familles dans laquelle il n'y a pas eu une famille qui n'a pas été touchée par la cam chez eux. Et on a eu une personne, et souvent, c'est une génération, c'est la première génération d'ailleurs, après nos parents, qui ont été les premières victimes de cette drogue aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat qu'on doit mener, effectivement. Parce que si c'est pour revenir en arrière, ça ne sert à rien du tout. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, les amis, voilà, on en parle, on en a parlé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce drame à Aulnay-sous-Bois, un drame terrible qui a tout simplement... coupé une famille, tout simplement. Enfin, coupé. Elle a détruit une famille. Détruit une famille. Par un chauffard qui a voulu fuir un contrôle de police et qui a grillé un feu rouge. Et qui, après avoir occasionné cet accident horrible, eh bien, continue de se barrer. Le mec n'a aucune empathie, quoi. Le mec est... Et je sais pas. Allez, on prend un appel par ici, peut-être avant de passer aux généraux. Dans un instant, autre sujet. Allô, bonjour, qui est avec nous ? Oui, bonjour, c'est Mohamed de Nanterre. Salut Mohamed de Nanterre, bienvenue à vous Mohamed de Nanterre. Voilà. Écoutez, moi je vous appelle parce que, bon, je connais Aulnay, parce que j'ai de la famille qui habite à Aulnay. Oui. À Aulnay 3000 exactement. Oui. C'est vrai que c'est un quartier qui est très 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 chaud. Oui. Moi, dans les années, je pense, 80, mes parents ont habité Aulnay 3000, mais à l'époque c'était des résidences. Il y avait de la nuit, il y avait des... Si vous voulez, il y avait un mélange. Il y avait des Européens, des Maghrébins, mais là maintenant on ne trouve plus aucun Européen, que du Maghrébin ou de l'Africain. Il y a un manque de mixité peut-être ? On est 3000, tout à fait. Très léger. Très léger, oui. Non, bon, je vous assure. Hein. Et la drogue, elle circule à... Je ne dis pas. Mais c'est quoi le lien et le rapport que vous faites en fait ? Je comprends pas, Mohamed. C'est-à-dire que nos quartiers à nous,
si vous voulez, bon, nous sommes maghrébins, on reste entre nous. Voilà, tout simplement. Et là, oui, bon, alors on reste entre nous. Alors peut-être que Gamal ou Nasser veut dire quelque chose à Mohamed là-dessus. Je peux dire un truc, il faut interroger, je l'ai fait plusieurs fois avec des maires d'arrondissement ou des maires de banlieue d'ailleurs. Ouais. Je les ai toujours montrés du doigt en leur disant vos commissions d'attribution de HLM sont des criminels. Parce qu'on n'a pas choisi entre maghrébins de se réunir entre nous, puisqu'on ne choisit pas, on donne un dossier, ils nous y mettent. Si on avait fait ce choix, parce que c'est l'argument qui est souvent opposé, ils préfèrent être entre eux. Non, c'est pas vrai, ils préfèrent pas être entre eux. C'est imposé, et d'ailleurs, il y a des HLM à Paris qui ne sont pas du tout proposés aux maghrébins ou aux africains. Ils ont cherché à faire un système qui consiste à faire de l'anti-gentrification, donc c'est le contraire que des Européens entre eux. Ils ont fait en sorte de concentrer des populations de fils de travailleurs, d'immigrés, d'ouvriers, dans des secteurs loin de Paris. On les éloigne de plus en plus parce qu'il faut cacher ce qui dérange. Merci. Moi j'habite excusez-moi. Oui, Mohamed. Moi j'habite à Nanterre. Oui. Et dès qu'un appartement qui est visé par un Européen, on met soit un maghrébin, soit un africain. Oui, c'est parce que les commissions d'attribution font le travail. Bon. Regarde quelle est l'origine. Non, mais en même temps, c'est aussi de la faute des politiques. Bah, évidemment, on peut dire ce qu'on veut. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des notamment les communistes qui ont fait du boulot comme ça dans les quartiers, il faut le dire. Hein. Bah, ça arrange parfois. Exactement, ça les arrangeait d'ailleurs parfois. Du clientélisme. Mais il y a aussi des villes comme Neuilly qui ne construisent pas de logement social. Et donc on ne mélange pas les genres. C'est une autre forme de séparatisme. Mais je comprends, je comprends ce que dit notre auditeur. C'est qu'effectivement, on a un vrai problème de mixité sociale dans le quartier. On peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est un vrai problème. C'est une question. C'est pas qu'il n'y a plus de blanc, c'est qu'on ne fait pas en sorte que les choses soient, comment dire, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. C'est triste à dire, il n'y a pas de mélange. L'anecdote qu'il y a eu avec la maman... Jean Messiha après dit que c'est des quartiers islamisés. Non, mais Jean Messiha, il est complètement déconnecté, c'est pas la même chose. Mais non, mais c'est vrai, c'est un vrai problème de fond. Quand la maman, elle interpelle Macron et qui lui dit je sais même pas si mon fils, il connaît un enfant qui s'appelle Pierre. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez ce qu'elle lui répond, Elisabeth Lévy? Elle lui dit déjà si elle l'avait appelé Pierre, il y aurait des pierres dans les quartiers. Ça, c'est Lévy tout craché. Moi, j'ai entendu Lévy il y a pas longtemps à la radio. J'étais pété de rire parce que vraiment, elle, c'est du sketch sur pattes. D'ailleurs, j'aime bien l'avoir en débat. Chez notre ami Adil Farquad. Absolument. Qu'est-ce qui te prend, Adil? Oh, Adil, je t'aime beaucoup, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il y en a plein des invités là. J'aimerais qu'il la réinvite parce qu'elle a sorti un truc d'une débile. J'aimerais bien qu'il la réinvite pour non, mais attends, les bars sont fermés, Gamal, t'es fou. C'est pour lui nettoyer un peu la bouche parce qu'elle a du mal à se retenir. Non, elle a dit une débilité, elle a dit là, je vois rien avec son côté un petit peu. Je crois qu'elle est inimitable. Elle a dit la France est le pays le moins raciste du monde. Ah oui, c'est vrai. Le problème, c'est que moi, je connaissais pas l'instrument qu'on appelait le racistomètre. Je savais pas qu'on pouvait mesurer l'intensité d'un racisme dans un pays. Apparemment, elle a trouvé un instrument qui le fait. Je la félicite parce qu'il y a des pays plus racistes que la France et moins racistes. Je t'embrasse, Mohamed. Merci beaucoup, Sarah Tolek. Merci de votre appel. Merci à toi aussi. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, évidemment. Dans un instant, on va parler des généraux. Tiens, avec Gamal Abina. Des généraux algériens ou pas? Non, pas algérien. Pas algérien, d'accord. Et d'Algérie, on sera question avec le spécialiste de l'Algérie. Il sera notre invité, les historien, et c'est Youssef Girard. Et on parlera des régionales 2021. C'est dans le mois de juin, oui, avec Sabrina Nouri qui sera notre invitée. Elle est chef de file de la France Insoumise pour les élections régionales dans le 91. C'est chez moi, dans mon département, messieurs dames. Oui, le jeu, je vous rappelle, pour gagner un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubaï.com. 35 € à valoir sur le site souk-dubaï.com. On y rajoute une compilation offerte par DJ Nabil, une compilation de votre choix, de votre style. Et pour ce faire, pour jouer, c'est tout simple. Vous envoyez un SMS avec votre prénom. Vous tapez d'abord FM2, un espace, votre prénom, votre ville et votre numéro de téléphone. Le tout envoyé au 7 20 18. Et je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance, les amis. FM2, prénom, ville, numéro de téléphone, 7 20 18. Bon courage. Tirage au sort avant la fin de cette émission. On est de retour très vite avec les généraux à la sauce Gamal Abina dans le Grand Forum sur France Maghreb. France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. En ce lundi, ravi d'être avec nous, avec vous, bien sûr, au 01 40 33 9000. Et Gamal Abina et Nasser Lajili sont avec nous en ce lundi. Je vous rappelle le jeu, évidemment, et notre tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission pour faire gagner un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubaï.com. Vous n'hésitez pas, voilà, plus de 40 000 produits disponibles sur le site et en boutique aussi. Ils ont une boutique à Aulnay-sous-Bois, donc le magasin souk-dubaï.com. Un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site donc souk-dubaï.com, plus une compilation
combinaison de DJ Nabil à vous offrir. Vous choisissez le style que vous préférez, que ce soit raï, que ce soit kabyle, que ce soit requeda, tunisien, oriental, égyptien. Bref, vous choisissez votre style, on vous l'envoie à la maison par mail. Et bien, vous envoyez votre SMS pour gagner ces 2 cadeaux. C'est pas 1, c'est 2. FM2, prénom, ville, numéro de téléphone. 7, 20, 18, on compte sur vous, évidemment, pour vous offrir ces 2 cadeaux. Tirage au sort en fin d'émission. Allez, mon cher Gamal, c'est à toi de jouer maintenant. On va parler des généraux. Alors, quand j'ai vu le sujet de ton sujet aujourd'hui, le titre de ton sujet, je me suis dit, on va parler des généraux algériens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit que les généraux sont toujours des généraux? Les mêmes, quoi. Gamal. Eh bien, le titre précis, c'est des généraux aux généraux. 60 ans, pas de changement. Alors, évidemment, il y a un lien avec l'Algérie, vous en doutez bien. Mais c'est un lien qui est ténu dans la mesure où il est fort par rapport à l'histoire et beaucoup moins par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? On vient d'apprendre, et d'ailleurs l'extrême droite s'en satisfait pleinement, que 20 généraux français ont fait un appel sur Valeurs Actuelles. Un appel pour un retour à l'honneur de nos gouvernants. 20 généraux appellent Macron à défendre le patriotisme. C'est sérieux, c'est des généraux à la retraite, rassurez-vous, mais ça ne rassure pas en vérité, parce que s'ils sont à la retraite, c'est qu'ils ont été en exercice. Et ça veut dire que des généraux, actuellement, sont potentiellement des gens d'extrême droite. Le discours n'est pas compliqué. Il en appelle au gouvernement à reprendre ses responsabilités afin de ramener dans les quartiers français qui sont la France la paix civile pour éviter la guerre civile, afin d'en finir avec tout un tas de courants qu'il considère comme étant des courants qui divisent la France, le racialisme évidemment, l'indigénisme, la théorie décoloniale, mais surtout afin d'éviter une guerre civile qu'il croit être présente, proche et annoncée. Ces généraux rappellent, 60 ans après le coup de force des généraux en Algérie, ce carteron de généraux, comme disait De Gaulle, qui avaient voulu prendre le pouvoir de force en faisant un coup de force à Alger et qui ont provoqué la chute de la 4e République et l'avènement au pouvoir d'un général qui a consacré une présidence surpuissante, celle de la 5e République que nous connaissons actuellement. Et donc, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'effectivement, l'extrême droite, elle se satisfait pleinement de ces généraux qui font un appel limite à sédition en disant il faut reprendre par la force le contrôle des quartiers et de ces religions qui ne sont pas les nôtres, qui trahissent la tradition républicaine, en réalité, veut dire chrétienne de la France, parce que les généraux sont très souvent chrétiens, ce qu'on ne sait pas forcément, et donc qui trahissent cette idée d'une France unie, une indivisible, éternelle, bref, c'est le discours de l'extrême droite. Et ils utilisent des termes très forts comme patriotisme. Ils ne disent pas nationalisme parce que c'est trop évident, mais patriotisme, et ça renvoie là encore une fois au travail famille-patrie du général d'ailleurs Pétain. Enfin du général, du maréchal Pétain. Donc aujourd'hui, nous avons des généraux, 20 qui ont signé un appel sur un site qu'on connaît très bien, Valeurs Actuelles, pour faire une sorte de coup de force avant la présidentielle. Alors ils ne disent pas directement. Ouais, justement, mais leur poubelle, absolument. Alors ce qui se passe, c'est que c'est pas un coup de force directement, mais c'est quand même quelque part un message fort qui est envoyé à l'extrême droite pour dire si vous arrivez aux commandes, nous sommes là avec vous. Et c'est ce que je voulais dire justement, 60 ans après, des généraux d'Alger qui avaient voulu prendre le pouvoir par la force ont un écho aujourd'hui, 60 ans plus tard, par un appel qui est lancé dans un journal très à droite, pour ne pas dire extrême droite, et qui... Je ne le dis pas, mais c'est un fait, et qui évidemment est parfaitement accueilli par Marine Le Pen qui s'en satisfait pleinement. Bon, le retour d'un général à la présidence de la République, est-ce que c'est possible? Je pense à quelqu'un, voilà, par exemple de Villiers. Bah, lui, je ne suis pas certain parce que c'est trop évident. Mais le retour d'un homme-providence, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, qui serait là pour sauver la France du précipice, oui, c'est très possible. Rien ne l'interdit parce que finalement, quand un peuple a peur, et c'est ce qui est entretenu aujourd'hui entre la crise sanitaire, les crises économiques, les crises sociales, les crises de l'immigration et tout ce que vous voulez, quand un peuple a peur, en règle générale, il leur faut un homme fort. On l'a vu en Allemagne avec les nazis quand ils ont appelé un caporal au pouvoir. On l'a vu avec l'Italie fasciste. On l'a vu même avec les Russes. Hein, ils sont quand même arrivés des généraux qui ont succédé à des généraux. Donc, qu'est-ce qui interdit la France, qui a connu, je rappelle, qui a quand même connu un De Gaulle, et avant De Gaulle, qui a connu un Napoléon, qu'est-ce qui interdirait aux Français de faire appel à un homme fort, providentiel, qui sauverait le pays? Rien n'autorise à penser le contraire. Chose qui n'a absolument rien à voir, mais quand même, je vous donne l'info, Macron devrait s'exprimer avant le 10 mai, nous dit-on, pour nous annoncer des choses et certainement une sortie de crise. Alors, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on a réouvert les écoles, vous savez, aujourd'hui. Bien sûr. Cependant, on nous dit que les chiffres sont catastrophiques, pas toujours les mêmes en fait. Hein, voilà, les variants sont... Et il y a surtout le nouveau variant. Les nouveaux variants. Vous savez ce qui se passe en Inde, c'est hallucinant. Hallucinant en Inde. Bien sûr. Ça s'explique, mais ce qui se passe... 300 000...
300 000 contaminés en 24 oui, heures. Oui, c'est pas étonnant, mais c'est normal. C'est un pays en plus qui la mousson. Ah non, c'est pas normal, gamin. Tu peux pas dire c'est normal. Je dis pas c'est normal. C'est pas normal dans le sens où c'est bien. Bah oui. C'est normal dans le sens c'est la norme malheureusement d'une maladie qui. Mais alors attends, il y a un truc régions. extraordinaire. Il paraît il faut qu'on en parle. Il y a un système d'air qui pourrait, justement, répondre à toutes les inquiétudes, notamment dans les écoles, dans les lieux clos. Qui est d'ailleurs, c'est une société nantaise qui fabrique ça. C'est bien ça. Qui coûte pas très cher d'ailleurs. Coûte pas très cher, je crois, 1500 €. C'est ça, tout à fait. C'est une espèce d'aérosol. En fait, ça tue le virus. C'est ça. C'est une espèce de ventilation. Tu installes dans la pièce comme ça. C'est valable pour 15 mètres carrés, je crois. Pourquoi le gouvernement n'installe pas cela dans les établissements, dans les entreprises? Mais ça, c'est la vraie question. D'ailleurs, ça fait un moment on se la pose. Bah oui, parce que ça fait un moment qu'on en parle. On dit que tout simplement qu'on avait une solution pour essayer de détruire ce virus à l'air. Et malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement n'en fait pas une priorité. Et ça, c'est hallucinant. Quand même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement fait un pari. Il faut être très clair. On va pas se raconter l'histoire. Ils ont perdu énormément. Enfin, ils ont endetté énormément le pays en donnant de l'argent aux entreprises de toute taille possible et imaginable. Et aujourd'hui, leur pari, c'est la sortie de crise par la chaleur. C'est tout ce qui les intéresse. Ils disent, si la chaleur arrive, comme l'année dernière, ça va éradiquer la transmission. Ça veut dire que le virus sera mais là, éradiqué. ça fait 1 an, donc on constate qu'aujourd'hui, ça fonctionne mais là, pas. on arrive... Non, si, ça fonctionne, la chaleur. Mais la chaleur, après quand... L'été dernier est passé... à l'automne, on va retourner encore. Il n'y aura pas d'automne parce qu'ils vont faire comme en Angleterre. Je tiens à attirer l'attention sur les chiffres. Il y a d'autres variants qui suivent derrière. Ça ne change pas grand-chose. L'Angleterre a vacciné. Aujourd'hui, ils sont quasiment à 5-6 morts par jour, pas plus. Israël, pareil. Les États-Unis ont 50% de la population. Ils ont réduit leur nombre de morts de 4000 à 800 ou 900, voire même moins. Ce qui se passe, c'est que la solution de la vaccination est là, mais la France n'a pas les moyens de produire de vaccins, je parle d'usine, donc de production, pour pouvoir vacciner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en panne de vaccination, pas parce qu'il n'y a pas assez de gens qui y vont, mais parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. En tant que Français, on n'en a pas. C'est ça qui est pire. Et c'est grave, parce que... je pose la question. On arrive vers les écoles, il faut les vacciner, les gamins? Non, pas les enfants, mais plutôt, oui, les adultes, oui. Uniquement les adultes. Vous êtes prêts à y aller, vous? Jamais. Moi, oui. Moi, jamais. Non, je vais pas parce que je suis déjà vacciné. Ah ouais? Moi, ça me dérangerait pas. L'AstraZeneca? Non, là, faut pas abuser. Faut pas abuser quand même. Tu veux me tuer ou quoi? Non, pas du tout. Excellent. On a deux, je crois, qui sont... Non, une, c'est Abiba Big Ted. Abiba, ouais. Voilà, Abiba, qui c'est AstraZeneca. Peur de faire une 5 courageuse. Elle est courageuse, bien sûr. Ou inconsciente, choisissez. Pierre-Henri, il est vacciné, lui. Je sais pas à quoi, d'ailleurs. Il doit être dopé, d'ailleurs. Pfizer, je crois. Il est vacciné à tout. Pfizer, Astra, machin, je prends tout. Bon, en tout cas, merci, Gamal. Dans un instant, on va parler un peu de l'Algérie. De grandes personnalités de l'Algérie. On parlera de plusieurs époques et avec un spécialiste. Donc, Youssef Girard qui sera avec nous dans un instant, spécialiste de l'Algérie sur France Maghreb 2. Ben Badis. Vous connaissez Ben Badis? Quel homme. Ouais, quel homme. Il y avait l'émir Abdelkader aussi. Absolument. Tout à fait. Voilà, il y a des grandes personnalités comme ça qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Et dire que j'entendais il y a encore pas si longtemps, mais que les Algériens ne se plaignent pas avant même que les Français arrivent. Ils ne s'appelaient même pas l'Algérie, c'était même pas un pays. Bah évidemment. Mais ça, c'est amusant, on en reparlera. Alors ça, c'est vraiment dramatique. J'ai envie de revenir sur l'étymologie du mot parce que c'est tellement débile comme réponse que la réponse simple, c'est d'où vient le mot Algérie. Ça vient d'un mot espagnol qui a été emprunté à l'arabe, Jazira. Donc tout ça, ça en dit tout. C'est-à-dire que l'Algérie existait forcément parce qu'il y a un peuple, une terre et des villes. Bon, sinon j'ai une pensée pour nos amis tunisiens là, qui sont dans une crise totale. Vous savez que c'est la merde totale, pardon de parler comme ça. Que ça soit économique, que ça soit sanitaire et que ça soit politique. On a dépassé la barre des 10 000 morts du Covid. Je crois que c'est un des taux les plus élevés d'Afrique. Ouais, c'est ça. 10 000 habitants, 10 000 morts. Dans les hôpitaux, on nous parle de situations catastrophiques. Abracadabrantesques. Ouais, merci. J'étais mieux quand Chirac le disait quand même. Et il paraît qu'il n'y a même plus à manger. Ah non, c'est chaud. Dramatique la crise que traverse la Tunisie en ce moment. On va y faire une émission, il va falloir qu'on s'y penche de très près. C'est vrai. On parlera aussi du Maroc, parce que le Maroc, vous savez qu'il y a des manifestations tous les soirs en ce moment. Ouais, je crois. Attention, ça gronde au Maroc. Et une petite pensée aussi aux Palestiniens. Parce une grande même. Ouais, non, mais une pensée, parce que quand on parle il y a eu des bombardements ce week-end. Exactement, des manifestations qui s'organisent aussi à Jérusalem. Donc, voilà. Gaza, une nouvelle fois bombardée. Tout à fait. Samedi matin. C'est ça. Voilà. On prendra peut-être des nouvelles avec notre ami Ziad Medouk, qu'on appellera peut-être dans la semaine pour avoir des nouvelles de Gaza. Allez, 17h03, le rappel de l'actualité tout de suite sur France Maghreb 2. Juste après, on va écouter la chronique hommage de la belle histoire au commissaire Moulin et notre invité Youssef Girard, spécialiste de l'Algérie, historien à suivre. 17h02, merci d'écouter France Maghreb 2. Bon début de soirée et le rappel des titres de l'actualité avec la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir, la cérémonie va débuter à 17h30 devant la mairie de Rambouillet. Toute la ville va rendre hommage à Stéphanie Montfermé, cette femme policier tuée vendredi par un Tunisien radicalisé de 36 ans. Les syndicats de la profession appellent également à des rassemblements au même moment devant les commissariats partout en France. Du côté de l'enquête, 3 personnes sont toujours en garde à vue. Il s'agit de membres de la famille de l'assaillant qui a été abattu par les forces de l'ordre au moment de l'attaque. Le parquet de Strasbourg a requis le renvoi aux assises de Jean-Marc Reiser pour assassinat. L'homme de 60 ans a reconnu en début d'année avoir tué Sophie Le Tan en septembre 2018. Le corps de l'étudiante strasbourgeoise a été retrouvé en partie. Le procès pourrait avoir lieu au plus tôt à la fin de l'année. Les fouilles ont repris dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. L'opération se déroule en présence de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret. Ce dernier a avoué le meurtre de la fillette portée disparue depuis 2003 après son enlèvement en Seine-et-Marne. Dans le reste de l'actualité, un déconfinement en 4 étapes, c'est le scénario évoqué cet après-midi par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a fixé le cap en marge de la visite d'une école à Melun en ce jour de rentrée scolaire. Première étape, le 3 mai avec la fin des restrictions de déplacement. Place ensuite à la mi-mai avec la réouverture de certains lieux culturels et des terrasses des bars et restaurants. Des restaurants qui pourraient rouvrir complètement fin mai, début juin, mais attention, uniquement dans les régions où le virus circule le moins. Pour les autres, il faudra encore attendre peut-être jusqu'à la fin juin. AstraZeneca répond à l'Union européenne. Le groupe pharmaceutique juge sans fondement l'action en justice lancée par Bruxelles sur les retards de livraison de son vaccin anti-Covid. Tous les délais ont été respectés, se défend AstraZeneca. Et puis, qui sera élu plus beau marché de France? Un grand concours lancé aujourd'hui par TF1 en partenariat avec la presse régionale. Au total, 24 finalistes et un seul vainqueur à l'arrivée. Verdict fin juin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon début de soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Les horaires de l'Iftar, rupture du jeûne, vous sont offerts par l'application gratuite Bilal Muezzin. Bilal Muezzin, le compagnon des croyants. Voici les horaires de l'Iftar, rupture du jeûne, pour ce lundi 26 avril qui correspond au 14e jour de Ramadan. La rupture du jeûne est prévue à Nice à 20h30, à Marseille 20h37, à Mulhouse 20h38, à Lyon 20h44, à Metz 20h46, à Dijon 20h46, à Clermont-Ferrand 20h51, à Toulouse 20h53, à Reims 20h55, à Orléans 21h, à Paris 21h01, à Lille 21h02, à Bordeaux 21h03, à Amiens 21h04, à Dunkerque 21h06, à Rouen 21h07, au Havre 21h11, enfin et pour finir pour la ville de Nantes 21h13. Sahaf Tolkom. Les horaires de l'Iftar, rupture du jeûne, vous ont été offerts par l'application Bilal Muezzin, une application innovante de dernière génération pour vos horaires de prière, pour lire et apprendre le Coran et bien d'autres services essentiels pour tout musulman. L'application Bilal Muezzin, 100% gratuite, 100% sécurisée, disponible sur Apple Store et Google Play. Plus d'infos, bilalmuezzin.com. Allez-y, n'hésitez pas à la télécharger, cette application, elle est sympa, hein, vraiment, Bilal Muezzin. Je sais pas si vous avez vu, mais allez-y, téléchargez-la, Google Play, Apple Store, etc. Le grand forum, le LGF, avec Gamal Abina, avec Nasser Laji et notre invité dans un instant, à savoir Youssef Girard. On va parler d'Algérie, un spécialiste d'Algérie avec nous, historien. Pour l'heure, hommage par la belle histoire au commissaire Moulin qui nous a quittés. Yves Régnier s'en est allé ce week-end. Tous les moulins de mon cœur. Hommage à Yves Régnier, 1942-2021. Cher commissaire, que de tristesse et de stupéfaction quand samedi dans l'après-midi nous avons appris que tu as rendu l'insigne au sommet d'une carrière qui méritait tant d'autres projets interrompus par ton cœur, tambour cessant. Mon commissaire, les drapeaux du monde des arts sont à l'image de ta ville de naissance, en Berne. C'est en effet en Suisse que ton cœur s'est mis à battre pour la première fois. Une vie d'artiste de 60 ans de carrière où tu fus un touche-à-tout. Comédie, acting, chanson, animation à la télévision, mise en scène, scénariste, théâtre.
Tu avais ce don incroyable de donner de ton cœur à l'ouvrage d'art pour lequel tu as voué corps et âme au public. Le Comte de Monte Cristo de Claude Autant-Lara sera ta rampe de lancement et un feuilleton mythique te permettra d'entrer durablement dans le cœur des Français. Belphégor, les Globetrotters avec Édouard Mix restent des bestes dans nos mémoires. Je me souviens de ta voix, particulièrement percutante, notamment quand tu as interprété Fred Dreyer, Inspecteur Choc, Rick Hunter. Suivront les voix de Tommy Lee Jones ou encore le Crocodile Dundee de Terry Hulk Hogan. Tu as doublé à tout âge, c'est l'adage du doublage. Mais surtout, cher Yves, tu fus durant 25 ans le commissaire Jean-Paul Moulin. Police judiciaire, dès le 4 août 1976 sur TF1. À ce titre, tu détiens le record de longévité pour un flic chic de choc. Tu as fait évoluer ton personnage au gré des temps, cassant les codes du politiquement incorrect. Un flic au cœur gros comme ça, qui réussira à être reconnu des vrais flics. Et ça, c'est un honneur. Tu as fait des passages dans des fictions telles que Plus belle la vie, Dolmen ou encore récemment Léo Mattei avec l'ami Jean-Luc Reichmann il y a pas loin d'une semaine. Le cinéma a fait appel à tes talents. Merci la vie de Bertrand Billier, Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiré ou encore Mortel Transfert de Jean-Jacques Benex. Ces dernières années, tes qualités de scénariste et de metteur en scène ont été saluées par le public, comme la fiction Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi, sublimant Muriel Robin, ou l'affaire Patrick Gilles, Je voulais juste rentrer chez moi, le dernier opus. La traque, consacrée à l'affaire Fourniret, est venue achever l'œuvre récemment. Œuvre hélas inachevée, car de nombreux projets t'attendaient, mais sans nul doute, les plus belles œuvres se cachent dans l'intimité. Tes 4 enfants, Samantha, Lola, Jules et Oscar, ils ont eu de la chance d'avoir un papa super. Salut commissaire, tu es parti rejoindre Guillaume, Clément Michu, Johnny, Juliette Gréco et quelques bons copains. Tu nous laisses orphelins, mais emplis de leçons. Celle de vivre la vie et de la croquer à pleines dents. Le clin d'œil à ton rire prolongé qui provoqua nos fous rires derrière l'écran. Tous qui ont travaillé avec toi soulignent ton sens de l'humanité et le caractère bon vivant. Adieu commissaire. Je vous incline le képi, vous souhaite un doux voyage, et mon cœur bat comme un moulin que je me dépêcherai de regarder en PCV. En PCV, c'est pas mal. Merci beaucoup, la belle histoire, pour cette chronique hommage à la belle histoire, au commissaire Moulin. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gavin ? Doublage, j'ai bien aimé. Oui, doublage. Ouais. Il a fait quelques... Ouais, très bel hommage en plus. Ouais. Franchement, très bien fait. Bravo, la belle histoire. Bravo. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure pour la belle histoire, évidemment. Pour l'heure, on fait les amis du côté de notre invité. Je vous rappelle très vite notre jeu concours pour gagner un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. 35 €. C'était un bon d'achat donc, plus une compile de DJ Nabil. Pour ce faire, il suffit d'envoyer votre SMS, vous tapez FM2, votre prénom, ville, numéro de téléphone 72018. Tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission. Merci d'écouter France Maghreb 2, le LGF avec Kamal Abina, avec Nasser Lajili et avec notre invité qui est avec nous. On va parler d'histoire. C'est un historien, un spécialiste de l'Algérie. Il est avec nous, il s'appelle Youssef Girard. Bonjour Youssef Girard. Ah, hop. Voilà, Youssef Girard, bonjour. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Youssef Girard, bonsoir, j'ai un petit peu de panique là. Bonsoir Youssef Girard, bienvenue sur France Maghreb 2, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Eh ben oui, très très bien, vous êtes historien, un spécialiste de l'Algérie, et on vous a invité aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler un petit peu de Ben Badis, mais aussi de l'émir Abdelkader, mais aussi nous donner votre réaction en tant qu'historien sur ce qui a été fait, sur ce travail de mémoire, notamment sur la guerre d'Algérie et sur la volonté de Macron, du rapport de Stora, de tout cela. On va essayer d'en parler. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord sur Ben Badis, cet immense personnage qui a fait marquer l'histoire d'Algérie ? Ben Badis, déjà, on a célébré il y a quelques jours, le 16 avril,
son décès, hein, puisque Abdelhamid Ibn Badis, le Cheikh Abdelhamid Ibn Badis est décédé le 16 avril 1940 à Constantine, et que depuis plusieurs années maintenant, ce jour-là en Algérie est célébré comme la journée de la science, officiellement. Donc, qui est le Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, c'est un alim, donc un savant musulman de Constantine, qui est né en décembre 1889, qui est issu d'une grande famille de la ville de Constantine, qui va faire des études classiques, coraniques, de grammaire arabe, etc. D'abord dans la ville de Constantine, puis après à la mosquée université de la Zaytouna de Tunis, puisqu'il y avait énormément d'Algériens lettrés qui faisaient des études supérieures à l'époque en arabe, partaient en grande partie dans l'université tunisienne de la Zaytouna. D'accord. Donc les Algériens partaient faire leurs études en Tunisie. Les Algériens arabophones, oui, la Tunisie était la Zaytouna était l'université, la grande université islamique qui accueillait le plus d'Algériens. Okay. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas aujourd'hui, il y a évidemment des universités de théologie, etc., d'exégèse coranique en Algérie, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Pour suivre des études, il fallait partir à l'étranger, et donc, notamment en Tunisie, à la Zaytouna. D'accord. Alors, Gamal, peut-être une question à Youssef Girard qui est avec nous. Ce qui m'aurait intéressé par rapport au grand public, évidemment, parce que tout le monde ne connaît pas Ben Badis, c'est de savoir l'impact qu'il a eu sur l'Algérie et pourquoi est-ce qu'on célèbre effectivement tous les ans la journée de la science, littéralement, par rapport à ce grand penseur qui était ce Alem. Pourquoi l'influence? Moi, je me suis arrêté à ses études en Tunisie. Après ses études en Tunisie, Ben Badis revient en Algérie. Très rapidement, il a des difficultés avec l'administration coloniale et pour marquer une pause dans son action, il va faire le pèlerinage à la Mecque. À la Mecque, il va rencontrer celui qui va être son grand associé, qui est le Cheikh Bachir El Ibrahimi. Et à partir de là, Ben Badis va rentrer en Algérie, il va commencer son enseignement. Donc il va à Constantine d'abord avoir un cercle d'étudiants où il va apprendre la langue arabe, la grammaire, l'exégèse coranique, le droit musulman, etc., etc. Très rapidement, il va va constituer un ensemble de disciples autour de lui et avec eux, il va notamment répandre ses idées. Une des premières choses qu'il va faire pour répandre ses idées, au-delà des cours, ça va être de créer des journaux de langue arabe. Un premier qui sera interdit, puis après le deuxième qui s'appellera Eshiheb, qui est très connu puisqu'il va perdurer assez longtemps. Et surtout à partir de 1931, là, on va fêter l'anniversaire dans quelques jours, le 5 mai 1931, Ibn Badis, avec le Cheikh Ibrahimi et d'autres, va fonder l'association des oulémas musulmans algériens, qui va avoir pour mission notamment de créer des écoles d'enseignement libre. On est à une époque où la colonisation a totalement détruit le système d'enseignement qui existait avant 1830 et où une grande partie des Algériens sont analphabètes. Ce que va faire Ben Badis à travers de ces écoles, c'est de scolariser des dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes, puisque l'une des caractéristiques de l'association des oulémas et qui a été voulue par Ben Badis, c'est de scolariser les jeunes filles. À l'époque, les jeunes filles n'allaient pas, en grande partie, exclues du système d'enseignement. Donc Ben Badis va scolariser les jeunes filles. Il va insister tellement sur ce point-là que l'une des caractéristiques des écoles de l'association des oulémas, c'est que l'inscription, il y aura une gratuité de l'enseignement pour les jeunes filles.
une manière en fait d'inciter les parents à mettre les jeunes filles dans les écoles de l'association des Orlama, puisqu'elle avait il n'y avait rien à payer pour les jeunes filles. Est-ce qu'on sait que la population à l'époque a répondu présent à ce vœu, à ce souhait de Ben Badis? Massivement, le système d'enseignement a été un élément, très rapidement dans toutes les villes, évidemment les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes, voire même dans les villages, des écoles d'inspiration badisienne se sont constituées et il y a plusieurs dizaines de milliers d'Algériens ont été scolarisés dans ces écoles, qui a permis à certains après de poursuivre leur scolarité justement dans l'enseignement à l'étranger, notamment en Tunisie, puisque l'une des actions d'enseignement de Ben Badis, ça sera aussi de fournir des bourses aux jeunes Algériens qui n'avaient pas les moyens pour payer leurs études, de partir en Tunisie par exemple, ou au Maroc, ou en Égypte, de payer des bourses pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'Algériens qui ont été scolarisés dans ce réseau d'enseignement qui a été créé par l'association des Orlama et qui avait pour but, l'un des slogans de cette association, c'était de préserver la langue arabe et l'islam face à l'entreprise coloniale de dépersonnalisation du peuple algérien. Youssef Girard, historien spécialiste de l'Algérie, avec nous sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Quel est le lien que l'on puisse faire entre deux grandes personnalités que sont Ben Badis et l'émir Abdelkader? Le lien, on peut le faire sur la question de la défense de l'Algérie, de la défense de l'islam et de l'arabité. Après, ce sont deux personnages quand même très différents, puisque l'émir Abdelkader a combattu les armes à la main la colonisation pendant 15 ans, alors que Ibn Badis n'a jamais pris les armes parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation politique. Il a pris d'autres armes, le savoir, il l'a transmis. Ah oui, sur le savoir, effectivement. Après, il y a une orientation différente, c'est que comme vous le savez, l'émir Abdelkader est un soufi, est un disciple d'Ibn Arabi, alors qu'Abdelhamid Ibn Badis s'inscrit dans le courant réformateur musulman, puisque la caractéristique de l'association des Ulama, c'est d'être l'incarnation de ce mouvement réformateur musulman qui est en Algérie, même si évidemment ce mouvement dépasse l'Algérie. Donc il y a une différence théologique quand même importante entre les deux perspectives. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici nous apporter votre éclairage sur ce personnage qui, on l'a compris, a eu un rôle crucial dans la scolarisation d'enfants à l'époque en Algérie. En un mot, mais très très rapide, parce qu'on est pris par le temps, Youssef Girard, de quel œil voyez-vous ce rapprochement, ce travail de mémoire entre l'Algérie et la France, dont Je t'aime moi non plus depuis des années d'ailleurs? On n'y voit pas grand-chose, puisque pour le moment c'est un échange essentiellement interne que fait la France. C'est d'abord des visées politiques pour séduire notamment l'électorat des nostalgiques de l'Algérie française. Et ça pas vrai. Je ne vois pas vraiment d'ouverture, notamment sur des questions concrètes qui peuvent être l'ouverture des archives ou des signes de reconnaissance évidents qui sont totalement absents. Moi, je veux lancer l'invitation, si c'est possible. Rapidement, on a la pub. Donc, Youssef, on se connaît très bien. Ce serait bien si on pouvait la voir le 8 mai, pour les 8 mai 45. Ah ouais, l'autre 8 mai. Voilà, comme ça, il pourrait nous préparer une émission spéciale et on pourrait rester 1 heure avec lui pour pouvoir discuter, parce que c'est des thématiques qui sont très longues à développer et il pourrait nous éclairer sur les massacres du 8 mai. Voilà, merci beaucoup Youssef Girard, on prend ça, on règle ça. Merci. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. C'est lundi aujourd'hui et attention, dans quelques minutes, notre tirage au sort. Vous êtes beaucoup à envoyer des SMS, j'ai été voir là, il y a quelques instants, beaucoup d'inscriptions. Donc dépêchez-vous, c'est la dernière ligne droite. Je vous rappelle, un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. C'est plein de produits pour la maison, des produits pour la communauté orientale, musulmane. Vous n'hésitez pas donc à envoyer votre SMS. Plus, on y rajoute une compilation de votre choix, une compilation
questions en rapport avec votre style, si vous êtes plutôt raï, reggae, kabyle, tunisien, égyptien, marocain, bref, on vous envoie la compilation qui va avec, vous choisirez votre style de musique, c'est signé DJ Nabil. Pour le recevoir tout ça à la maison, il suffit d'envoyer votre SMS, dépêchez-vous, quelques minutes encore, FM2. Vous tapez votre prénom, votre ville et votre numéro de téléphone. Vous envoyez le tout au 7 20 18. Allez, il reste quelques minutes. J'attends vos SMS. FM2, prénom, ville, numéro de téléphone. 7 20 18. Pour l'heure, elle est avec nous. Gamal Abina, Nasser Al-Ajili. Nous recevons Sabrina Nouri qui est avec nous. Bonjour Sabrina, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Bonjour, vous êtes vous chef de file pour les régionales 2021 pour la France Insoumise. Dans le département du 91, c'est chez moi ça. Très bien ça. Bah oui, c'est bien. Très bon candidat. Comment ça? Bon département. Bon département, tu veux dire? Oui, absolument. Vous êtes élu, vous êtes conseiller municipal également du côté de la ville de Brittany. Sur Orge. Oui. Sur Orge, effectivement, c'est en Essonne. Et vous êtes engagé dans le monde associatif depuis toute petite. Ah, c'est ça? Toute petite, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, oui, c'est ce qu'on m'a dit. 16 ans. Le féminisme, c'est quelque chose d'important chez vous? Ouais. Ouais, pourquoi? C'est un combat que je mène justement depuis que j'ai 16 ans, puisque ma première collecte de protection hygiénique, je l'ai faite à 16 ans. Ouais. Et à travers le monde associatif, j'ai pu découvrir, voir que le monde ne tournait pas rond, surtout dans au niveau des violences intrafamiliales, avec les violences conjugales. Et donc, c'était pour moi quelque chose qui m'a touchée et j'ai eu envie de me battre pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants. Et donc, j'ai continué ce combat et je combats toujours aujourd'hui. Alors vous êtes très active aussi au sein de la France Insoumise, hein, je crois, vous êtes au niveau national. Hein. Tout à fait, je suis référente du livret égalité femmes-hommes de la France Insoumise. Vous savez qu'en 2017, l'avenir en commun se décomposait en plusieurs livrets. Et donc aujourd'hui, je suis en charge de ce livret et on est en train d'y travailler durement avec tous les militants, le milieu associatif, les collectifs, pour qu'on l'améliore, pour qu'on puisse présenter le nouveau projet en 2022. La République, c'est vous aussi? Pardon? La République? La République, c'est nous tous. D'accord, non, mais petite question. Non, mais par contre, j'ai une question. Ça fait combien de temps que vous êtes à la France Insoumise? La France Insoumise, moi, je l'ai intégrée en 2016. D'accord. Et puis, à la création, quoi. Oui, tout à fait. En fait... pour moi, c'était le seul mouvement qui nous permettait de pouvoir nous exprimer et qui vraiment pouvait évaluer les besoins du monde associatif, des collectifs dont je faisais partie. Ouais. Et donc, quand on voit sur le papier que des propositions émanent de tous ces gens, j'ai eu confiance. Et puis après, la magie s'est opérée avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le fait que Jean-Luc Mélenchon, justement, décide d'y aller, entre guillemets, pour 2022, sans demander l'avis de pas grand monde d'ailleurs, il y a quand même, pareil, il paraît qu'il y a quand même quelques distensions à l'intérieur de la France Insoumise qui commencent à se dire, mais Mélenchon, il faudrait peut-être temps qu'il raccroche un petit peu, il y a peut-être d'autres personnes qui émergent. Est-ce que c'est peut-être pas l'élection, le mandat de trop, la tentative de trop pour Mélenchon, pour vous, Sabrina? Moi, vous allez me dire que non, évidemment. Moi, je ne pense pas. Je pense au contraire qu'il est prêt. Ouais. Ça fait depuis 2017 qu'il est président. Vous n'êtes pas sans savoir que l'image auquel je faisais référence, l'altercation, la scène de théâtre. La scène de théâtre qui s'est passée chez lui et au siège de la France Insoumise lui a fait énormément de mal. Et le score qu'il a fait en 2017 ne le refera pas en 2022. Vous le savez aussi bien que moi. Peut-être, mais vous avez aussi pu, en tant que journaliste, voir et suivre le procès qui a été fait derrière et vous avez pu constater que c'était une vraie mascarade. Oui, mais on retient les images, vous le savez très bien. Mais je pense que les gens feront la part des choses parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire est sans précédent et il y a des urgences auxquelles il faut répondre. Il y a l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence économique. Et je pense qu'il est, depuis qu'il est président du groupe parlementaire de la France Insoumise, avec toute l'équipe des députés, je pense qu'il a montré, et il montre encore aujourd'hui, qu'il est prêt. Nous sommes prêts à gouverner aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est mon candidat. Mais d'ailleurs, Christophe, pour t'interpeller, parce que tu interpelles Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est aussi le seul candidat, je veux dire, c'est le seul député qui a su intervenir dans les moments difficiles pour une communauté, entre guillemets, la communauté musulmane,
face au voile, face aux attaques islamophobes. Non, mais excuse-moi. Pas mal craché dessus à l'époque. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui. Les gens ont la mémoire. Mais les gens changent. Non, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il évolue. Il évolue pourquoi? Parce qu'il est député, parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il constate, il rencontre aussi des habitants, il rencontre ces femmes voilées, il constate que l'image n'est plus la même. Je suis pas du tout d'accord. On n'est pas forcément d'accord, mais moi je considère que non, c'est pas électoraliste. Non, il fait son travail, même si c'était électoraliste. Et alors? Mais il le fait et il l'assume. Et il l'assume face à la population. Mélenchon, le défenseur des musulmans, c'est ça? Face aux Français, oui, il l'assume, d'ailleurs. Non, je pense qu'il ne s'inscrit pas dans les musulmans. Je pense que non, mais au-delà d'être musulman. Non, mais Mélenchon ne parle pas des musulmans. Il est plus malin que ça. Il est défenseur des citoyens. Donc, il veut essayer de pas faire distinction entre les uns et les autres. Tout à fait. Mais moi, j'ai une question à poser, très, très précise. Oui, Sabrina. Parce que je Sabrina, pense... nourris. Voilà, en 90... Tu vas nous nourrir de son savoir. Espérons. En 90, on avait la droite la plus bête au monde. C'est ce qui était dit parce qu'ils n'arrivaient pas à reprendre le pouvoir alors que la France était de droite, clairement. Comment se fait-il qu'on est aujourd'hui la gauche la plus bête au monde? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la discussion qui se fait, c'est de savoir si Macron va battre ou ne va pas battre Le Pen, mais on ne voit pas de gauche unie. Là, vous avez parlé de climat, ça c'est les Verts. Hein. Vous avez parlé de social, ça c'est les PS, plus ou moins. Alors que moi clairement, je vous dis, je suis anti-PS, je suis très clair là-dessus, je ne peux pas les voir. Mais je pense que vous devriez peut-être envisager un jour, en sortant des égos, en vous mettant d'accord avec Bayou, par exemple, de peut-être faire un front uni contre cette fin annoncée qui serait du Le Pen-Macron. Alors, deux choses. La première des choses, il ne vous aurait pas échappé que M. Mélenchon a d'ores et déjà, et depuis plusieurs mois, appelé, et puis même plusieurs années, appelé en Front populaire. Il n'a jamais été question de faire ce Front populaire avec les partis politiques que vous citez. Donc, ça a été l'un des premiers à dire il faut se réunir, mais l'union pour l'union, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous, ce que nous voulons, c'est l'union autour d'un projet, autour d'un programme. Ouais. Il ne vous aurait pas échappé qu'aujourd'hui... Autour d'une personne, quoi. En l'occurrence, lui. Non, mais l'union... on connaît comment, on sait comment ça se passe, notre embrouille politique, quoi. Pardon, Sabrina, c'est l'union autour d'un projet, et il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, et encore plus que jamais, l'écologie n'appartient pas au Coop Écologie Les Verts. Tous les partis politiques, tous les mouvements politiques aujourd'hui... Ça, par contre, je dois dire que vous avez raison. Et je dois dire que le programme de Jean-Luc Mélenchon 2017 était très écologiste. Et le programme de 2017 est flagrant dessus. Ouais. Nous prenons dès 2017 la bifurcation écologique. Et nous avons des propositions très concrètes face à ça. Mais aujourd'hui, nous les avons affinées. Nous les avons, on va les préciser, notamment avec l'histoire de l'eau. L'eau, ce bien commun. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons toute la capacité à pouvoir avancer sur ces sujets en termes d'écologie, en termes aussi social, économique. Vraiment, vous vous méprenez, je crois. Non, mais sur l'écologie, je suis très précis. On ne peut pas dire que l'écologie n'appartient pas aux Verts parce que c'est les Verts qui ont porté l'écologie depuis toujours. Donc déjà, c'est une réalité. C'est vrai. Et moi, mais aujourd'hui, tout le monde... Oui, mais ça, c'est facile de récupérer quand il y a une catastrophe. On ne récupère pas, on fait des propositions bien concrètes. Non, je dis pas. Non, mais le programme de 2017, la France Insoumise, il est vraiment presque aussi complet que les écolos. J'entends bien, mais en général, tous les partis sont écolos, comme d'ailleurs tous les pollueurs sont écolos. Il n'y a pas parti d'être écolo, il faut être écolo avec un vrai programme, gamin. Non, mais j'entends bien, c'est pas la question, mais ce que disent pour moi, les écologistes ne sont pas réalistes. Quand ils demandent l'arrêt des centrales nucléaires, je trouve que c'est une bêtise parce que précisément c'est un des leviers les moins polluants. Ça a l'air de rien, par les déchets nucléaires quand même. Oui, mais le problème c'est que c'est un problématique. La pollution directe, c'est aujourd'hui l'atmosphère. Par contre, sur la question, moi je reviens là-dessus. Je comprends qu'on ne s'allie pas avec le PS. C'est normal. Je comprends qu'on ne s'allie pas avec le PC parce qu'il n'existe plus. Mais les Verts, ils pèsent. À deux, vous pèseriez, mais un poids électoral considérable. Et les communistes alors? Ils sont morts. Ah bon? Ils sont morts en 80. Mais pourtant, c'est la France Insoumise qui fait des alliances avec les communistes. Elle récupère ce qui reste des communistes, mais ça reste rien du tout. Mais globalement, les Verts, la FI, après, je pense que dans le débat politique, il faut respecter tout le monde. Oui. Voilà, donc c'est ce qui fait la démocratie, d'ailleurs. Le débat démocratique. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi, respecter tout le monde? Ça veut dire on reste chacun dans son coin, on fait des alliances? Pas du tout. Les cocos sont morts, c'est ça que je pose la question. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que l'union pour faire l'union, nous n'en voulons pas. Nous sommes prêts, ouverts à discuter autour d'un projet, d'un programme. Un projet commun, bien sûr. Un programme commun, comme Mitterrand. L'avenir en commun. L'avenir en commun. Est-ce qu'on parle des régionales ou des présidentielles? Oui, je me pose la question. Je me pose la question. Moi, j'ai une question sur la question des régionales, parce que c'est important. Merci de revenir sur les régionales, c'est très gentil. Non, mais c'est important, pourquoi? Parce qu'on a aussi nos auditeurs et auditrices, il faut qu'ils comprennent qu'on a des politiques aujourd'hui qui nous bassinent à longueur de journée, que nous sommes contre le cumul des mandats, etc. Et nous avons une candidate... Je sens la question arriver. Attention, ça va faire mal. Bah oui, mais qui est députée
députée et qui aujourd'hui se présente en tant que tête de liste pour les régionales. Et une excellente députée d'ailleurs. Clémentine. Après, ça, c'est, Clémentine Autain, oui. une excellente députée. On salue d'ailleurs. Et bien je vais vous répondre. Oui. Comme elle a déjà répondu. Aujourd'hui, elle est députée de la France Insoumise et elle exerce son mandat. Elle a fait le choix de s'engager pour la bataille des régionales pour battre Valérie Pécresse tous ensemble. Je suis avec elle là. Okay. Si elle arrive, si on y arrive tous ensemble, si elle est présidente de la région Île-de-France, elle démissionnera de son mandat de députée. Je pense que là, je ne peux pas être plus clair. Au niveau salaire, ça donne quoi? C'est payé plus ou pas? Je ne sais pas si bon pour le salaire. Il y a plus d'intérêt. Non, mais il faut savoir, attends. Moi, me paraît, franchement, sincèrement, je sais que tu as une petite inimitié vis-à-vis d'elle, mais moi, je l'aime bien, Clémentine Autain. C'est une des rares femmes politiques pour laquelle j'ai du respect. Pour deux raisons. La première, parce que je l'ai vue en chair et en os dans les manifestations. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle fait peu de bruit, mais elle est sincère. Sincère, c'est le sentiment qu'elle donne. Non, mais c'est vrai. C'est une vraie bosseuse. J'ai envie de dire que toutes les femmes sont bosseuses en politique. Non, mais attendez. Non. Mais elle est honnête. Elle a l'honnêteté d'être sur le terrain. C'est quelqu'un d'intègre et de. Oui, on la voit. Moi, on la voit réellement. Je ne dirais pas autant de Mélenchon, parce qu'il a eu des moments un petit peu d'égarement, mais elle est vraiment sur le terrain. Même des manifestations microscopiques, elle est capable de venir. Et ça, j'apprécie. Sabrina, vous êtes chef de file pour les régionales. Ça veut dire quoi, chef de file exactement? Alors, à la France Insoumise, on a désigné des chefs de file par département, donc on respecte la parité. Donc mon binôme chef de file est un homme, c'est Monsieur Philippe Juravert, que je salue, puisqu'il doit m'écouter. Salut Philippe. Salut Philippe. Voilà. La prochaine fois, ce sera lui peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a toujours préféré les femmes aux hommes, nous, ici. C'est ça la parité. C'est ça la parité. Il faut faire la parité, il faut inviter tout le monde. Ah oui. Oui, exactement. Et donc, tous les départements ont des chefs de file, tous les départements ont des chefs de file. Et donc, nous entrons dans la bataille et, avec toutes les équipes. D'accord. Alors, dans la bataille régionale de 2021, alors vous avez vu cette incroyable décision du gouvernement d'avoir repoussé d'une semaine la tenue de l'élection régionale et départementale. Franchement, vous y avez cru, Sabrina? On a fait une proposition extraordinaire de repousser d'une semaine, à croire que tout allait s'arranger en une semaine. Écoutez, on a fait des propositions, on a donné notre avis par rapport. Vous êtes favorable à la tenue de ce scrutin? Oui, j'y suis favorable. Si et seulement si on peut faire ça, campagne. Pense Gall à l'époque. Voilà, si et seulement si on peut faire, campagne de façon. Voilà, on peut faire campagne et que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est pas vraiment le cas, je pense. Pécresse. Alors, qu'est-ce qui va vous distinguer par rapport, par exemple, aux autres candidats que sont Valérie Pécresse ou encore Julien Bayou? Qu'est-ce que va apporter pour la région Île-de-France, quand même, qui est une grande région avec des décisions importantes dans des sujets qui nous concernent tous, des transports notamment? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre proposition phare à la France Insoumise, Sabrina Nourry? Alors déjà, il ne vous aura pas échappé qu'on évolue dans un contexte dramatique qui est la crise sanitaire. Oui. Donc nous, on démarre. C'est difficile de l'ignorer. Voilà, on démarre de là et on se dit que si les électeurs et les électrices nous font confiance au mois de juin, dès le mois de juillet, on établira un choc de solidarité. Parce que là, un choc de solidarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préparer dès maintenant à affronter la crise sociale qui va arriver. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on l'a découvert, enfin certains l'ont découvert pendant la crise du Covid et notamment au premier confinement, que celles qui étaient en première ligne, c'était des femmes, infirmières, aides-soignantes, maîtresses d'école, etc. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, les métiers sous-payés, eh bien c'était ceux-là. Pendant que l'école blanc, entre guillemets, qui était à la maison, confinée, celle qui allait devant, c'était toutes ces femmes, et ces hommes aussi, et qui ont des salaires de misère. La précarité a explosé dans notre pays. Nous sommes à 10 millions de pauvres. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, ça va être de pouvoir permettre aux Franciliens, aux Franciliennes de se sortir de la misère, parce que nous sommes en état de misère. Je ne sais pas si vous avez pu constater les queues interminables des banques alimentaires. Moi, ça me fait vraiment... ça me touche, parce qu'il y a énormément de femmes, il y a énormément de jeunes filles, des étudiantes, et je pense que la priorité que l'on va porter dès que l'on aura une prise de fonction, ça sera celle-ci, choc de solidarité. On aide les plus précaires. Et bien évidemment que l'ensemble des sujets qu'on peut aborder... Transport, par exemple, ça oui, on va dire, c'est la compétence, c'est la première compétence de la région, bien évidemment, le transport. Alors moi, je ne vais pas vous annoncer que ça sera gratuit pour tout le monde. C'est ce qu'a fait Valérie Pécresse pour les étudiants, notamment. Alors,
Quel artiste. Oui, alors nous l'avons dit vraiment très tôt. Nous l'avons dit vraiment très tôt. Donc tous les moins de 25 ans, bien évidemment, il y aura la gratuité des transports. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Tous les moins de 25 ans, tous les moins sans distinction, quelle que soit leur situation. Tous les moins de 25 ans. C'est normal. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est la base. Vous savez, aujourd'hui à Paris, et on les est jeunes... une région assez riche pour le faire. Donc, absolument. Non, mais à Paris, aujourd'hui, les jeunes, c'est gratuit. D'accord, il y a eu un conseil, voilà, c'est gratuit. Je ne vois pas pourquoi les jeunes qui habitent en banlieue soient privés de cet outil de transport. Alors qu'ils sont moins riches. Alors, pour les 93, exactement. Voilà, quand on habite à Bretigny, qu'on a une petite copine à Drancy, ça sera gratuit. Quand on habite à Bretigny, une copine à Drancy, comment c'est possible? Quand on habite dans le 77 et que la fac est à Nanterre, voilà, c'est gratuit. Je suis désolée, c'est. Moi, j'ai une question très précise. Oui, Gamal, précise. Mais c'est pas fini. Vous savez, je dis que je viens de Bretigny. Et vous savez qu'il y a eu l'accident ferroviaire sur Bretigny. Oui, le RRC. 9 morts. 70 blessés. Aujourd'hui, quand les Bretignolaises et les Bretignolais prennent le RER, on y pense tout le temps. Est-ce que vraiment les moyens ont été donnés pour ça aurait pu être évité, réhabiliter le rail, la vétusté? Il y a des rails qui sont de plus de 50 ans. Oui, c'est clair. La vétusté est juste... c'est phénoménal. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle a fait le choix de quoi? Elle a fait le choix du Charles de Gaulle Express. C'est 3 milliards. Pour une double ligne, il y a une ligne qui est existante, il y a une ligne qui est déjà existante, c'est le vrai, j'ai RERB. pas compris ça. Voilà, donc on fait joli, on fait une mesure, on dépose 3 milliards sur la table, on endette tout ça, et pourquoi? Pour laisser tous les franciliens et les franciliennes prendre le RER, prendre la vétusté et risquer leur sécurité et puis leur bien-être, tout simplement. Vous avez des propositions pour... Là, je parle de choses assez concrètes par rapport à cette crise sanitaire. Ils ont refusé, et c'est criminel à mon sens, de faire un RSA jeune, étudiant, alors que des étudiants actuellement se suicident ou ne mangent pas. Eh bien, qu'est-ce que vous avez comme proposition? Je ne sais pas si vous suivez les travaux de Clémentine. Non, du tout. Clémentine Autain a proposé le RSA pour les jeunes. Okay. Voilà. Bon, bien évidemment, vous connaissez le résultat. Vous connaissez le résultat qui a été fait, ça a été rejeté. Donc voilà. Je tiens quand même à parler de Madame Pécresse, qui est la concurrente apparemment. Je parle de choses vraiment très concrètes du terrain, parce que je suis du 93. Elle a coupé les vivres au financement des créateurs d'entreprises en 93. Il y avait une participation de l'État qui travaillait avec une association qui s'appelle l'ADI, et elle a coupé ses vivres. C'est-à-dire que vraiment, c'est du sabotage en termes de réduction de la misère sociale. Elle a préféré les grands aux petits, comme toujours. Non, mais attendez. Et elle a une obsession, évidemment, qui n'est pas du tout économique, une obsession politique sur la question des minorités, des musulmans, tout ça. Mais c'est vrai qu'elle a coupé les vivres. Donc il faudrait peut-être en parler de ça, je pense. Mais écoutez, moi, Valérie Pécresse, pour moi, c'est la présidente de la région pour les riches. Enfin, soyons honnêtes, soyons sérieux. Non, mais les riches, ils votent, Madame Nourri. Pardon, et les riches, ils votent. Non, mais je comprends bien. Mais je comprends bien. Mais il faut un rééquilibrage sur notre territoire. Moi, j'ai rien contre les riches. Absolument pas. Mais le partage des richesses, ça lui dit quelque chose? Elle sait ce que c'est? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle défend une catégorie de population et elle ne défend pas, par exemple, la mixité sociale. J'ai entendu parler la dernière fois. Elle ne défend pas du tout la mixité sociale. Elle défend les maires qui préfèrent payer des amendes et ne pas construire de logements sociaux. Bah voilà. Donc c'est pareil. On en est là aujourd'hui. Je comprends pas. Le coût des amendes, c'est quand même grossier. On est dans une démocratie, me semble-t-il. C'est un peu ça la démocratie. Comment se fait-il que les lois ne soient pas respectées? C'est pas des amendes qu'il faut. C'est du pénal. Non mais attendez. C'est pas normal qu'un maire choisisse une amende au lieu d'appliquer la loi. Lui, il dépend pas de la loi. C'est il faut au niveau du logement, il faut un rééquilibrage de notre département, de tous les départements. C'est un rééquilibrage. Alors bien évidemment, les maires qui préfèrent payer et être sanctionnés, ils paieront davantage et on verra si ils préféreront ne pas construire ou payer davantage de tâches. Je sais pas si les administrés seront bien contents. Mais c'est pas normal qu'un maire paye avec l'argent des administrés. C'est pas son argent. C'est pas une amende à titre personnel. Moi, j'aimerais bien qu'il paye lui à titre personnel. À mon avis, il faut la volonté sociale. C'est aussi on s'en fout de ça. Politique. Si, ça a du sens. Hein. Non, mais on s'en fout. Mais moi, je veux du HLM à Neuilly. Ouais, mais on s'en fout. Je veux de la racaille à Neuilly. Sabrina, qu'est-ce que vous avez à proposer? C'est quoi? C'est 6%. Sabrina. 6%. C'est 25 normalement la loi SRU. Sabrina, vous habitez un département qui a été frappé par des rixes. Très durement frappé. Qu'est-ce que vous avez à proposer là-dessus? Alors déjà... Ça, c'est un vrai sujet, ça. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est pas le truc de Neuilly, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on parle de ça, la droite agite tout de suite le chiffon sécurité, police, sécurité. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les familles qu'il faut accompagner.
il y a tout le personnel qui travaille main dans la main avec tous ces jeunes qu'il faut accompagner. Mais elle est là, la vérité. Il faut un plan. Mais comment du on début fait, à la Sabrina? fin. Attendez, il y a des moyens à mettre en place déjà. Hein. Oui. Parce que si on ne met pas les moyens, ça veut dire qu'on n'a pas la volonté politique, déjà. D'accord. Si on met les moyens sur des effets d'annonce, ça ne marchera pas et il y en aura toujours davantage. Donc maintenant, il faut se retrousser les manches, mettre la main au porte-monnaie et aider tous les acteurs qui sont en relation et en contact et au travail de ces situations. Ouais, c'est surtout quand on voit que la région aujourd'hui met peanuts sur la question de l'école de la Peanuts. deuxième chance. Oui, l'école de la deuxième chance. Donc aujourd'hui, quand on sait que ces jeunes aujourd'hui sont complètement déscolarisés et qu'on ne donne pas de solution, on ne leur donne pas aussi les moyens pour qu'ils s'en sortent. J'aime bien ce que tu dis. Ça me fait rigoler, l'école de la deuxième chance, parce qu'il n'y a jamais d'école de la première chance. Ça commence déjà par là. La première école est tellement nulle. Non, mais c'est une arnaque. C'est des effets sémantiques. L'école de la République poubelle, comme je les appelle, les écoles de banlieue, pour la plupart d'entre elles, sont naufragées. Ça dépend, il ne faut pas généraliser. Pour la plupart d'entre elles, on concentre des fils de pauvres avec des profs qui vont à reculons. C'est une réalité. Et malheureusement, on ne valorise pas ces écoles. On a même créé des ZEP. Donc c'est dire un peu. Jamal trouve qu'on est trop dur avec. Au niveau des compétences de la région, on ne va pas recruter des profs, on est d'accord. Maintenant, nous, on va s'attaquer au bien-être et au bien-vivre de tous ces lycéens, parce qu'aujourd'hui, ils exercent, enfin, ils vont à l'école dans des cadres, mais parfois, c'est grotesque. C'est grotesque. La réhabilitation des lycées est essentielle pour se projeter. Aujourd'hui, comme vous dites, même les élèves vont à reculons dans leur lycée. Absolument. Quand il y a de la moisissure, quand il n'y a pas les conditions ne sont pas réunies et adaptées, franchement, ça donne pas envie. Aujourd'hui, on doit les accompagner, on doit accompagner tous ces lycéens, même dans la formation professionnelle. C'est très important. C'est très important. Jamal trouve qu'on est trop dur avec Jean-Luc Mélenchon. Salut Jamal. Salut, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes trop dur. Déjà, bonjour. On t'entend très mal. C'est quoi ton portable là? T'es chez quel? Jamal, c'est quoi ton réseau qu'on n'y aille pas? Voilà, merci. Reviens s'il te plaît. Vas-y, parce qu'on t'entendait pas. Qu'est-ce qui se passe, Jamal? Est-ce que tu m'entends là? Oui, on t'entend, vas-y. Voilà, vous avez pris toutes les questions, il reste quasiment peu de temps. Voilà, non. Bon, dépêche-toi, parce que si tu perds du temps pour rien, vas-y, Jamal. Vas-y, on t'écoute. Alors moi, je vais avoir une question de fond, vu que vous avez volé toutes les questions auxquelles je pensais. Est-ce que vous êtes plus Charba ou Khalila? Non, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question que pose jamais. L'écologie, on a examiné, et j'apprécie. Ouais. Non, mais c'est une vraie question que pose Jamel. Est-ce que vous êtes Charba ou Halila? Alors je vais répondre très honnêtement. Je suis plus Charba que Halila. C'est votre côté Giant, ça, non? Par exemple. Mais tu vois, c'est dommage que ça soit pas la tête de liste. La tête de liste pour les régionales. Non, mais pourquoi vous n'êtes pas tête de liste d'abord? Attendez, moi je voudrais quand même répondre parce que c'est un sujet entre nous. De quoi, la Charba? Alors la Halila est quand même plus nutritive puisque il y a quand même des lentilles, etc. On va pas rentrer dans un aspect culinaire, mais c'est la semoule d'orge, c'est pas des lentilles. C'est très bon tous les deux. Mais c'est une vraie question. Pourquoi vous n'êtes pas tête de liste au régional? Pourquoi vous avez chef de file? Mais c'est une vraie question. Moi, c'est ça qui me gêne. Pourquoi vous n'êtes pas tête de liste? Parce qu'elle a 5 ans. Non, mais attendez. Non, pas du tout. Non, mais dites-nous, Sabrina. C'est une manière de lancer aussi des candidats qu'on ne connaît pas. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin effectivement de s'identifier à des monsieur, madame, tout le monde. Moi, je prends le métro, je prends le RER. Voilà, je suis avec mes enfants, je les accompagne à l'école. J'ai été les chercher à l'école avant de venir ici. Bon, c'est bien. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. Mais ils retrouveront toutes ces personnes dans nos listes. Ils veulent des nouvelles figures, des nouvelles politiques. Merci Sabrina Nouri d'être venue. Je vais être honnête sur un point. Non, tu peux pas être honnête. Moi, je suis honnête sur un point, c'est que c'est fini. C'est très gentil. Merci beaucoup, Sabrina. J'espère qu'on vous a pas trop torturé. Ne bougez pas, restez avec nous. La belle histoire dans un instant pour la conclusion de cette émission. Il l'a écouté attentivement. Il nous fera une chronique dans un instant. Eh oui, c'est le Grand Forum, merci d'être avec nous, on arrive presque au terme de cette émission, mais une émission du Grand Forum se termine toujours par un petit résumé de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, de ce qu'on y a entendu, des petites travers, bref, la belle histoire est là, écoutez, inspiré peut-être pour sa chronique du jour, qui s'appelle la belle histoire? Tête dans les étoiles, humain à terre. Eh bien on y va, on est à terre, on y va, on t'écoute. Ne le soyez pas autant quand même. C'est parti. La drogue, au sens propre comme au sens sale du terme,
au point d'en défigurer des générations, tant le constat aussi lamentable que consternant. Érigé de manière instituée dans certains quartiers huppés comme populaires, ce grand fléau des temps modernes a lobotomisé notre jeunesse, où dealers sous statut de leader embrigadent les jeunes tigres pour faire des choufs, promettant argent facile, condamnant l'avenir de nos enfants à la prostitution financière, voyant mont abrupt et merveilles de vie facile. Les billets maculés de sang des forfaits illimités faisant des consommateurs des coquilles livides, la tête dans d'artificielles étoiles, le manque approchant, l'humain est à terre. En conséquence, une famille décimée par l'alliance diabolique des drogues et de l'alcool. Comble de l'horreur, l'auteur des faits, atteint par une fuite du cerveau lucide, laisse en rase campagne l'assaut qu'il a porté à une famille qui avait le bien le plus précieux en main, la vie. C'était à Aulnay, la semaine dernière. Aujourd'hui, le monde craque, n'a plus de héros et de héroïnes inspirants. Beaucoup ont la cocaïne et cherchent un peuple de l'herbe sans faire émerger l'opium du peuple. Wow. Trop faible. Joli, Soyons joli. forts et protégeons nos enfants. Tête dans les étoiles, humains à terre. Tête au carré et étoiles sous blason. Les militaires se rebiffent et 20 généraux en retraite confient à valeur puérile, appelant à l'insurrection pour éviter que la France ne sombre dans la guerre civile. 20 généraux qui signent l'armistice moral avec les extrêmes. Ce n'est pas digne de l'illustre des généraux qui, lui, en avait, De Gaulle. Comme dirait l'autre, qui imagine le général de Gaulle mener l'insurrection révolutionnaire? Ces 20 généraux doivent être examinés à défaut d'être mis en examen. La France devrait se méfier. Dans un autre pays, ils auraient connu jadis le putsch des généraux. Pourquoi pas à la tête de la fronde, le général de Villiers, qui, fidèle à son patronyme, jettera au tonneau des Danaïdes les banlieusards récalcitrants, autrement dit, le puits du fou. Exclusivité. Christophe Roux a retrouvé le fils, vous vous rendez compte, le fils de M. Girard. Eh oui, ça me fait rappeler premier baiser, échangé sur une plage en été. Eh oui, on a retrouvé M. Girard. On a retrouvé le fils de M. Girard, celui de premier baiser. Il s'appelle Youssef et ne ressemble pas du tout à M. Girard, lol. Par contre, Youssef Girard nous a éclairé sur l'Algérie autant que la France, ayant confié à Benjamin la mission d'écrire l'histoire. Mais Benjamin, on ne t'a pas demandé d'écrire une stora, mais d'éclairer le chemin d'une story, la vraie. Politique. Ah ouais. La France est tellement insoumise qu'elle a défoncé la